Je vous propose de faire une expérience dans cette vidéo. Cela fait 6 mois que je n'ai pas du tout fait de vélo tout-terrain, uniquement de la route et un peu de gravel. Et j'ai pensé, je vais m'inscrire à une course de cross-country courte, explosive, avec beaucoup de dénivelé à affronter. Mon corps n'est pas habitué à ce type de stimulation et je veux voir sa réaction. En plus, ça m'est vraiment resté en tête. Le faire avec un vélo rigide en revenant un peu aux origines. Alors, si ça vous va, j'installe les Asioma Pro MX de Favero, je collecte toutes les données et on part vivre l'aventure. J'espère ne pas exploser en chemin. C'est parti, mais ça débute mal. Je n'ai pas lancé la session sur le compteur vélo et j'ai dû bidouiller pendant le sprint. Comme vous le voyez, il y a de nombreux jeunes dynamiques dédiés au cross-country. Donc j'ai essayé de ne pas perdre le groupe en mettant un maximum de watts. Et à partir de cette descente, qui était facile mais rapide, je me suis rendu compte que ne pas connaître le parcours allait vraiment jouer contre moi dans cette course, parce que, je ne savais tout simplement pas à quoi m'attendre. Tous ces gens connaissaient le circuit jusqu'au moindre centimètre. Et moi franchement, regarde, voilà une flaque. Peut-être qu'après, il y a une racine ou une ornière. En allant aussi vite, sans idée, j'avançais prudemment et suivais ce gars du coin devant moi. Dans cette montée, j'essaie de suivre sa roue, mais je me retrouve coincé derrière ces 2 filles, Léo et Soumayotte, qui sont aussi de la région. Je savais qu'elles me donneraient une bonne roue pour les suivre. Que pensez-vous du parcours jusqu'ici ? Rien de technique, très rapide, très amusant, très joueur et rien derrière ces filles. J'ai roulé confortablement jusqu'à ce qu'on sorte de cette zone de descente très rapide où il y avait juste un peu de sable et c'est tout. En réalité, avec le vélo rigide ici, je m'amusais beaucoup. Et petit à petit, nous avons commencé à sortir vers une autre partie du parcours qui était plus ouverte et sur l'asphalte. Et c'est ici que, heureusement, il est entré en scène. Tout mon travail avec des vélos de route gravel et de plus grands plateaux. Et il était vraiment facile de dépasser ces unités, qui je suppose, étant plus jeunes, avaient un peu de mal à développer des watts sur le plat. Et avec ça, je leur ai dit « venez derrière moi, on fait un petit train et on essaye de rattraper le groupe qui s'était échappé devant sur ce plat. » Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons continué comme ça jusqu'à ce que nous arrivions à la première portion technique, où ce coureur assez expérimenté s'est mis juste devant moi pour essayer d'éviter l'embouteillage. Ici, je pensais vraiment souffrir avec le semi-rigide comparé au tout suspendu. Parce que fondamentalement, la traction de la roue arrière est cruciale, surtout dans ce genre de circonstances où il y a de la boue et où la roue arrière peut patiner. Ça m'a obligé à faire très attention à la façon dont je mettais le poids de mes hanches sur la selle, et au final, petit à petit, je m'y suis fait un. Comme vous le voyez, même ceux avec une double suspension. Je peinais sur les racines, et avec le vélo rigide, j'arrivais à me maintenir plus ou moins bien. Sur la plupart d'entre eux, c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai glissé, non ? Mais ici, vous voyez que c'est un parcours qui, si vous ne le connaissez pas, est super sinueux, très étroit, avec des virages très serrés. En entrant d'abord dans la zone technique. En fait, c'était une erreur, car sans roue à suivre, j'avançais comme d'habitude, pensant qu'il y aurait une marche ou un passage technique très freiné. À un moment, j'ai laissé passer un coureur pour suivre sa roue et rendre la course plus fluide. Et la vérité, c'est que ça a marché, ça s'est très bien passé, et de cette façon, comme vous pouvez le voir, ça allait beaucoup mieux. Beaucoup mieux. À un moment, je me suis senti dépassé par toute la gestion et toutes mes tâches. Je répète, je n'ai pas l'habitude, en gravel, de devoir contrôler, régler les tiges télescopiques, ni les suspensions, ni rien. Et ici, à un certain moment, je crois que c'est à partir d'ici, la suspension était bloquée, le vélo était très dur et rigide. Ici, je tombe involontairement dans un fossé car le vélo était bloqué. Je m'en rends compte lorsqu'un autre coureur me dépasse, je débloque vite la suspension et essaie de continuer. Mais à partir de là, le travail s'accumulait beaucoup pour moi et ça devenait vraiment difficile. Le fait de ne pas être habitué à devoir contrôler absolument autant de choses, donc voilà. J'ai essayé cette phase de sentier technique où c'était impossible. De s'échapper, c'était comme un labyrinthe. Nous allons faire une pause et nous reprenons tout de suite la course. Avant tout, je veux expliquer pourquoi il était logique pour moi de participer à une course où je savais qu'il y avait de grandes chances que cela se passe mal. Sur le plan compétitif, vous savez que pour tirer des conclusions, il faut avoir de bons outils pour recueillir de bonnes données. Et à cet égard, j'ai la chance de pouvoir compter sur les Faber Asioma Pro MX que je considère comme sans doute la meilleure option disponible. Celui des Faber.
À mesure que la pile approche de la fin de sa durée de vie, elle commence à avoir des chutes dans la collecte des données. Comme je vous l'ai dit, cela n'arrive pas avec les Faber Asioma. Et au-delà de cela, bien sûr, le grand avantage est qu'il suffit d'avoir une seule paire de pédales. Tu peux désormais couvrir absolument tous les vélos que tu as, de gravel, de montagne, de location, ou même un qu'on te prête tout. Pour moi, c'est un grand avantage. Analyse des données, 30,5 km en 2h04. Je n'ai pas atteint les 15 km/h de vitesse moyenne, presque 1000 mètres de dénivelé. Fréquence cardiaque moyenne de 155, maximale de 179 et minimale au repos de 35 cette nuit-là. Ces deux dernières données sont très importantes pour moi, mais je vous expliquerai plus tard pourquoi elles s'améliorent dans de futures vidéos. Puissance normalisée de 245, moyenne de 180 pour un Functional Threshold Power estimé à 304 W, même si je pense qu'il est plutôt autour de 310, mais cela fait longtemps que je n'ai pas fait de test de 5 minutes, ni de 20, donc je me contente de ça. Faire une course de vélo tout-terrain, elle est courte, explosive, où principalement le stimulus requis sera anaérobie, avec des changements de rythme constant, des sprints, de la force maximale. Eh bien, c'était une façon de dire que ça n'allait pas bien se passer. Pourquoi ? Parce que moi maintenant, surtout depuis ces 2 dernières années, et surtout au cours de ces 12 derniers mois, je me concentre beaucoup plus sur les courses de longue distance. Lors de courses de 6 heures ou plus, ma performance maximale se manifeste vers la 4e heure. Et cela, évidemment, implique un développement aérobie, un travail d'endurance beaucoup plus important que ce qu'exige une course de vélo tout-terrain comme celle-ci. Comme prévu, au niveau compétitif, je ne l'étais pas. Je n'étais pas mauvais, je suis en forme, je peux participer à une course de vélo tout-terrain, mais physiquement, je ne suis pas adapté à ce type de stimulation. Pourquoi cela avait-il du sens de participer à cette course ? Eh bien, je veux que vous regardiez ces graphiques, surtout dans la zone haute du Z4, Z5, Z6. Au final, j'ai passé plus de 20 minutes à travailler au-dessus du seuil à un niveau de qualité qui est difficilement supportable. Si je monte un col seul, c'est tout. Mais le fait de mettre un dossard, d'avoir des gens à côté de toi, t'exige plus et fait que tu travailles mieux dans ce sens. Donc ce que je cherchais ici, ce n'était rien d'autre que de pouvoir adapter mon corps à des stimuli anaérobies que j'aurais du mal à obtenir lors d'un entraînement normal. Pourquoi ? Eh bien, pour la même raison que les pilotes de MotoGP pratiquent aussi le motocross, comme le faisaient autrefois les coureurs. Les cyclistes sur route passaient en la pré-saison à faire du ski de fond, etc., etc. En gros, ce que j'ai recherché ici, c'est la variabilité des stimuli. Parce que si au final tu fais toujours la même chose de la même manière, tu obtiens beaucoup de spécificité dans ce que tu fais. Mais il y a d'autres domaines de ton métabolisme, de ton corps, de tes performances, qui diminuent non petit à petit ou même disparaissent. Donc, ayant à l'horizon cette même semaine une randonnée cyclotouriste sur route de 160 et quelques kilomètres et la semaine suivante, à celui qui est mon objectif prioritaire de ce premier bloc de la saison, qui est une course de gravel longue distance. Eh bien, j'ai pensé ajouter un stimulus anaérobie 2 semaines avant devrait vraiment m'aider. Pour qu'à un moment donné, dans ces situations, lors de courses ou marches avec une accélération soudaine, le peloton se recompose. Je dois accélérer pour entrer le premier dans un sentier, peu importe, pouvoir avoir ce supplément d'explosivité. Et ici, on continue avec une autre descente. Celle-ci n'était pas aussi serrée, mais elle avait une caractéristique. Elle était très pentue. Regardez en haut à droite de l'écran, 28%, 29%, 30%, 33%. Bon, ça continue de monter. Le pourcentage de descente. Et heureusement, ici j'ai pu suivre ce gars devant, qui était aussi du coin. Il connaissait très bien le parcours, même au milieu de tous ces sentiers techniques. Je lui ai demandé « Hey, tu es d'ici ? Tu connais bien ? C'est ça ?» Donc j'étais plus tranquille. Surtout pour anticiper les éventuels passages techniques comme celui-ci. Vous voyez, avec les vélos rigides, lui aussi avait un rigide, c'était un peu plus difficile pour nous, mais c'était vraiment très serré. À un moment, dans cette zone de fossé, il a involontairement remis le vélo dans un fossé profond.
J'ai frappé le dérailleur arrière GX et heureusement il est très robuste. Il est parti à gauche, moi à droite, et bam, je l'ai touché mais il a résisté. Pourquoi courir avec un vélo rigide ? Eh bien tout simplement pour le plaisir parce que j'avais la possibilité de choisir la Super Caliber. Mais j'ai pensé que le parcours n'avait pas l'air excessivement technique, et vous savez qu'avec un tout suspendu, la plupart du terrain paraît super facile. Alors je me suis dit, bon, on va mettre un peu d'adrénaline, un peu plus de fun, avec le semi-rigide. Nous parlons d'une Trek Pro Caliber avec 120 mm de débattement, la partie avant, c'est-à-dire un semi-rigide mais déjà très moderne, avec un angle de direction très ouvert. Le Reach Court rend ce vélo très maniable, et en plus c'est le modèle le plus haut de gamme proposé par la marque. Eh bien, au final, c'est vrai que... Eh bien, on se retrouve avec un GX de RAM, une selle de gamme intermédiaire. La fourche non plus n'est pas une SL. Je veux dire, le vélo est très bien, mais il n'est pas comparable avec ce que pourrait être par exemple un Trek Super Caliber de très haut de gamme. En termes de poids, elle équivaut à un tout suspendu haut de gamme, donc aucun gain de poids avec ce semi-rigide comparé à un tout suspendu que j'aurais pu choisir. Et de l'autre côté, j'ai fait cela. D'incorporer ces Michelin Jet Cross Country au carré ou Cross Country 2, avec un dessin, un cramponnage que j'aime beaucoup pour cette situation de mi-saison où tu peux trouver à la fois un peu de boue et un peu de terrain meuble, selon comment est la journée. Parce qu'il a pas mal de crampons, mais dans la partie centrale, il est assez bas et en même temps, ils sont très rapprochés. Et bien sûr, les flancs sont plus larges en taille 2,35, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Allez, allez. Attrape, 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 attrape. Allez, allez. Il ne manque plus que les Caïmans pour être au Costa Rica. En réalité, je suis dans la zone la plus humide et boueuse. Je vais même en ajouter un peu. Un retour sur la façon dont ces Michelin se comportent, car ils me surprennent agréablement, malgré l'état du terrain. Les pneus, qui sont conçus bien plus pour des zones sèches et roulantes. Et aujourd'hui, ici, il y a toutes sortes de circonstances. La vérité, c'est que le comportement est vraiment... Oups. Exceptionnel surtout. Et ça m'a surpris, la traction de la roue arrière. C'est vrai qu'à certains moments, je n'ai pas une traction parfaite, mais je pense que c'est plutôt de ma faute. De ne pas mettre le poids là où il faut, vraiment sur le vélo, par manque d'habitude du vélo tout-terrain. Mais putain... Je pensais vraiment que ces pneus, avec ce dessin et ces crampons si bas, allaient être plus limités pour faire quelque chose. Très roulant, très sec et... Je pense qu'ils vont rester ici tout l'hiver. Comme ils accrochent bien. Je suis resté enfermé. Le terrain est entre parfait et, sur 1 cm², ensuite tu tombes. En général, le terrain est très bon après l'orage d'hier. Impressionnant. Quel travail incroyable ont dû fournir les gens du club des Espartanos pour que, en 12 heures, ils aient tout prêt. Merci. Tout va bien. J'attends quelqu'un pour rendre l'enregistrement plus sympa. Allez voir le roi, non ? Si je descends tout seul, ce n'est pas aussi cool. Ce n'est pas sorcier, mais ce n'est pas très compliqué non plus. Ça va ? Bien. Eh, félicitations, hein ? Beau gosse ou quoi ? Très classe, très classe. Le salon qu'on a eu hier avec l'orage et tout, non ? On peut l'imaginer, hein ? Bon, félicitations, parce que, attends, maintenant le plus dur, vraiment dur, c'est déjà fait, hein ? Bien.
Félicitations à ces gens parce qu'ils ont bossé sur un circuit. C'est ce qu'il y a ici à Plane. C'est génial. Je regrette seulement de ne pas l'avoir connu. Non, je lâche le frein, tu sais. Enfin, je veux partager une autre conclusion avec vous, comme si j'étais simplement un graveliste ou un routier. Même si toute ma base dans le cyclisme est construite sur le vélo tout-terrain, j'ai passé de nombreuses années à faire beaucoup d'épreuves de cross-country, olympique, marathon et surtout des courses par étapes. Que ce soit la Mediterranean Epic, la Blanca Race, l'Andalousie, la Titans Desert, je les ai toutes faites et maintenant, je suis en reconversion, je prends du recul par rapport au vélo tout-terrain non. Mais quand j'y reviens, avec la préparation du gravel et avec les exigences du gravel et de la route, les rares exigences au-delà du physique du gravel et de la route, je me rends compte à quel point le vélo tout-terrain est extrême et de la préparation globale si complète qu'il exige. Ce n'est plus seulement le physique, la force ou la puissance. Anaérobie, aérobie, c'est la technique que tu dois avoir, c'est la préparation, les chutes, la capacité à gérer, ouvrir les suspensions, baisser la tige de selle, garder sous contrôle plein de situations, à un niveau d'exigence physique très élevé. D'accord, le gravel comme la route ont un niveau d'exigence aérobie qui ne peut absolument pas se comparer au vélo tout-terrain, mais c'est que, mentalement, tout ce que tu dois faire en vélo tout-terrain à 180 de fréquence cardiaque. C'est tellement intense que je comprends que les gens qui débutent dans le cyclisme restent sur le gravel et n'entrent pas dans le vélo tout-terrain. Parce que la barrière d'entrée physique, technique, sans même parler du coup d'un vélo, d'une double suspension, etc., est extrêmement élevée en vélo tout-terrain. Et pourtant, dans le gravel, je vais faire une comparaison, que personne ne le prenne mal, mais le gravel, c'est un peu comme le padel dans le cyclisme, parce que la courbe d'apprentissage est très rapide, elle est très courte. En réalité, les dangers sont peu nombreux et il est très facile de se sentir à l'aise en gravel. Tu n'as même pas les voitures sur la route. Alors je pense vraiment que le vélo tout-terrain n'est pas fait pour les adeptes du gravel en fait. D'une certaine manière, le vélo tout-terrain est un casse-graveleros. C'est-à-dire, je suis capable de faire une Traca 200 qui a déjà un parcours compliqué et tout ça dans ce qu'est le gravel. Et de finir, entre guillemets, en un seul morceau. Et pourtant, ce dimanche, après 20 km de vélo tout-terrain, j'étais complètement épuisé. J'avais mal aux avant-bras, mes doigts de la main droite n'arrivaient plus à freiner. Je devais utiliser 2 doigts. Physiquement, j'avais les fessiers et la tête explosés. Je me disais, une autre descente technique? Non, s'il te plaît. Je ne veux plus gérer la position de mon corps sur le vélo. Cependant, en gravel, sur la route, tu avances, tu avances, tu avances. Et il y a parfois une circonstance, un mouvement, quelque chose, un passage un peu plus technique, mais ça n'a rien à voir, vraiment rien à voir avec le vélo tout-terrain. D'ici, je tiens à reconnaître la préparation physique, mentale et cérébrale globale qu'un vététiste doit avoir. C'est-à-dire incroyable.